Déjà, Flo, merci de m'accorder cette petite interview, c'est très cool. De rien, moi J'aimerais. je suis satisfait d'être toujours interrogé ou de pouvoir m'exprimer sur le foot adapté. Maintenant plutôt qui s'appelle para-football adapté. Ah ouais, il y a une nuance? Alors la détermination, elle a été précisée depuis quelques temps. Je ne l'ai pas en tête, moi je dirais peut-être c'est récent, hein. On est en 2022, je dirais de 2019-2020 quoi. Où le ministère a demandé déjà à ce qu'on, par rapport aux Olympiades, je pense pas me tromper quand je dis ça, mais je pense que par rapport aux Olympiades de Paris 2024, ils souhaitent que l'ensemble entités en handisport, en Ouais, fait, enfin, ouais, ouais, sport ouais. adapté et handisport, fusionnent sur l'identité para. Voilà. D'accord, ok. Para, donc là, on parle de para-foot adapté. Tu fais du rugby, ça sera para-rugby Ouais, ouais, adapté. Tu fais ouais, du ouais. basket, Ouais. para-basket adapté. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, ça fait combien de temps que tu t'occupes de la section adaptée, toi, du coup? Combien de temps au club ou avant? Avant, dans ton parcours général? Avant, moi, mes premiers échos, on va dire, avec le public en situation de handicap, 2005. C'est-à-dire, quand je dis premiers échos, c'est mes premières rencontres avec ce public, le fait de suivre un prof de sport, enfin suivre, accompagner éducativement et sportivement un prof de sport à pas alors à pas la détermination, je sais pas si tu l'as, je l'ai pas en tête c'est par rapport à un public Donc, du coup, activité physique adaptée. adapté, activité Depuis physique 2005. adaptée. Donc depuis 2005, je suis le prof de sport. Là, on fait quelques petites rencontres sur des inter-établissements, on fait des séances de sport et il y a ça je l'ai raconté souvent quand même, mais il y a des personnes qui sont amenées à 20 ans à nous quitter parce qu'on prend en charge dans les instituts médico-éducatifs des personnes de 6 à 20 ans. Ok. Et ces personnes, elles reviennent vers nous, enfin en tout cas vers moi, en me stipulant différentes difficultés. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, c'est je veux faire du foot en club, comment je fais? Ouais. Et c'est surtout comment, par rapport à ce que je suis, par rapport à mes difficultés, comment je vais réussir à m'intégrer dans un groupe senior. Parce qu'il faut se le dire, à 20 ans, tu es senior. Donc la plupart, pour ceux qui ont entamé les démarches, reviennent avec des échecs, comment dire, c'est même pas des réponses négatives, c'est aussi qu'ils n'ont pas trouvé le bon interlocuteur. On Ouais. leur a fermé des portes parce que de suite dès qu'ils disent qu'ils n'ont pas forcément pratiqué avant, parce que forcément, tu arrives dans un club, la plupart des clubs vont te dire tu jouais quel poste, tu jouais où, et là le poste à la limite ils peuvent dire je suis attaquant, défenseur, et là à un moment ce qui bloque c'est tu jouais où? Ah je jouais pas, bon, la plupart bon forcément se disent ça risque d'être compliqué. Certains, quand ils arrivent à passer le premier créneau, arrivent sur le deuxième créneau et avec une expérience, enfin une expérience où on teste leur expérience en les mettant sur un terrain, on se rend vite compte qu'il y a des difficultés. Donc vite, on leur barre la porte en leur disant que ça va être très compliqué de pouvoir leur trouver une réponse positive, à les prendre en groupe, à les faire jouer, etc. Donc là, ils me témoignent un petit peu ces déconvenus et leurs difficultés, et on est quand même encore en 2005, c'est-à-dire que tu n'es pas en 2022 où on parle un peu plus d'inclusion, Ouais, ouais, ouais. avec les nouveaux Jeux Olympiques où le handisport est un peu plus mis en avant. Il faut quand même se dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, c'est un peu comme je fais toujours le parallèle avec le foot féminin. Tu prends le foot féminin il y a 15 ans de ça, c'était pas encore non plus très bien avancé, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a 10 ans, donc là déjà, ça fait presque 10 ans qu'on démarre la démarche, donc en 2012, on démarre la démarche de se dire, bon, moi je joue moins au foot, j'ai un peu plus de temps, les garçons, vous m'avez l'air motivés, on va au moins s'entraîner une fois dans la semaine et commencer à participer à des championnats organisés par la Fédération française du sport adapté, qui propose, donc c'est une fédération qui est une fédération multisport et qui va proposer à un public jeune et adulte en situation de handicap mental ou ayant des troubles psychiques, euh, si tu veux faire du foot, tu fais voilà, du football, mais ça peut être aussi des pratiques non compétitives.
des journées loisirs, on va dire ça, ou plutôt, même si le mot loisir peut paraître des fois un peu péjoratif, des journées non compétitives et des journées compétitives. Donc là, on se dit, bah, si on veut faire de la compétition, si on veut s'inscrire dans un championnat, si on veut aller s'opposer, voir un petit peu ce que ça donne notre niveau par rapport à d'autres, il faut forcément s'entraîner. Donc là, je réussis à bénéficier d'un créneau via le service des sports de la ville de Marcq sur l'hippodrome. Donc on démarre en 2012 sur un demi-terrain à l'hippodrome. Les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'à l'Olympique Marquois. C'est en termes tu vois, de conditions, par exemple, vestiaire. Les garçons, ils devaient se changer. On ne pouvait pas rester dans le vestiaire parce que forcément l'équipe d'après en avait besoin. Donc tu devais récupérer tes affaires. Quand il pleuvait, tu te disais, c'est pas simple, on va laisser les affaires à l'abri. Il n'y avait pas forcément un banc. Enfin, je sais pas si tu avais visualisé toi l'hippodrome avant. Si, je m'en souviens bien parce que je jouais au golf avant. Donc, mais je crois qu'il n'y a plus de terrain de foot à l'hippodrome. Non, pas du tout. Maintenant, et les terrains, ils étaient massacrés parce qu'il y avait du rugby, du foot qui s'y jouait dessus. En période comme celle-ci, tu jouais, tu te plantais le pied dans la boue, quoi. C'était pas idéal pour faire du jeu. Et malgré tout, on démarre, on est à peu près 9 sportifs, c'est même pas à peu près, on est 9 sportifs. On termine l'année, donc je te parle de ça, on démarre le 4 octobre 2012, on est 9 sportifs. On termine l'année, on est déjà une vingtaine. 21 pour être sûr. Ouais, 21. En juin 2020, en juin 2013, j'allais dire 23, tu vois. En juin 2013, on était 21. Et on termine surtout l'année par quelque chose de formidable pour eux, et même pour moi en tant qu'éducateur qui les a pendant quelques mois accompagnés, encadrés dans une seule séance par semaine. Et on fait un championnat, donc il y avait des divisions de niveau. Ouais. Donc on n'était pas forcément dans le niveau 1 parce qu'on n'avait pas les capacités, on était dans un niveau 2. Il y avait à l'échelle régionale. À l'échelle nationale. Et à l'échelle régionale, on était aussi dans ce niveau-là. Il y avait niveau 3, niveau 2, niveau 1, on est niveau national. Au niveau régional, on était niveau 2. Il y avait une équipe ou deux qui étaient un peu plus fortes, enfin plutôt deux qui étaient plus fortes que nous, dont une avait participé au niveau 1. L'anciennement, ça s'appelait des divisions, à Saint-Lô. Donc on va à Saint-Lô dans la Manche. Alors là, c'est déjà le départ hyper périlleux. Il faut savoir que la veille de partir, c'est là où tu as des fois je sais pas comment je pourrais dire, c'est une expérience de malade, quoi. Parce que tu amènes 10 sportifs. En termes d'encadrement, tu comptes sur l'appui associatif. Donc, il faut dire aussi qu'on n'est pas en club. Donc, tu es sur l'appui associatif de ton association. Et je remercie encore les Papillons Blancs qui nous soutiennent quand même de Roubaix-Tourcoing. Donc, la PEI me dit on a trouvé un animateur qui va t'accompagner pendant ces 4 jours de l'ascension sur cet événement-là. Donc, il est censé conduire un véhicule. Et cet animateur, il fait du judo. Et okay. La veille de la compète, donc c'est-à-dire qu'on doit partir le jeudi matin, le mercredi, il m'appelle, il me dit, je me suis pété le poignet. Donc là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Soit tu annules tout, en faisant 10 malheureux, parce que tu dis, on s'est préparé toute l'année, et les gars, ils sont remontés, ils ont préparé leur sac, etc. Tu te dis, tu apprends ça, il est 20h et des poussières. Donc là, après, tu actives ton réseau, et tu dis, on va faire comment ? Et tu arrives le matin, allez, il doit être la matinée, les gars, tu les vois et tu te dis, ça va être simple. Soit on part dans le camion à 8 joueurs, donc je suis obligé d'en enlever 2. Soit on part pas. Soit on trouve une autre solution, c'est-à-dire que quelqu'un nous amène à Saint-Lô, arrive plus tard, etc. Et là, je le remercie parce que malheureusement, il nous a quittés il y a maintenant presque un an, puisqu'il est décédé avant les fêtes, sur la période des fêtes. C'est Bruno Plumcock et Hervé Dewal, qui donc Bruno, c'était le sélectionneur à l'époque de l'équipe de France de sport adapté. Il part de Prézot où il habite, et avec Hervé, il me dit, nous, on peut faire un crochet à la limite, et on te prend ces 2 joueurs. Et là, forcément, il me sort une épine du pied énorme. Okay. Parce qu'à cette époque-là, le titre, clairement, au-delà de l'avoir gagné sportivement, on le lui doit
avec Hervé, bien sûr, qui est encore présent, on leur doit parce que si ils n'avaient pas fait ce crochet pour venir récupérer mes gars, me les amener jusqu'à Saint-Lô, bah, on aurait été dans un choix un peu cornélien de dire on n'y va pas ou on fait un sacrifice de 2 joueurs. Et après, bon, pour la petite histoire, j'ai quelqu'un qui m'a rejoint sur place le lendemain pour effectuer le retour, etc. On fait la compète. Ben, la compète, on la prend avec beaucoup d'humilité, parce qu'une compétition, quand tu arrives sur un championnat national que tu ne connais pas, avec une trentaine d'équipes, avec des équipes qui sont, même si elles sont du même niveau que toi, elles ont pour certaines elles sont pas à leur premier championnat national, elles ont une expérience. Et là, tu te dis avec humilité, si on fait une bonne première année en faisant avec, allez, on va se dire, si on va en huitième de finale, on sort des groupes dans les 2 premiers, on aura fait une belle compétition. Parce que bon, l'idée c'est quand même de sortir de cette poule de 5 en se disant bon, on peut quand même se dire bon, on peut peut-être sortir deuxième en faisant quelques bons matchs, etc. Et là, on sort premier du groupe, on va en huitième. Huitième, on passe, on gagne. Bon, on va donc du coup en quart de finale. Et là, on se dit on est allé au-delà de l'objectif, mais il faut être ambitieux. On va voir, on continue à faire ce qu'on sait faire, à jouer, et puis on passe le quart de finale. Et là, on arrive en demi-finale. Et là, on se dit, bah, ça serait dommage d'arriver en demi-finale, de ne pas arriver à gratter une des médailles, quoi. C'est-à-dire, il y a 3 médailles, il n'y a plus que 4 équipes. Donc, si on va en finale, on est sûr d'avoir une médaille. Et peut-être même d'avoir le titre national, enfin, un titre fédéral. Parce qu'à l'époque, quand tu n'étais pas en niveau 1, tu n'avais pas un titre national, tu avais un titre fédéral. Et là, on gagne en demi-finale. Un match très compliqué, hein, un match très compliqué. Et puis on va en finale, et là c'est merveilleux déjà d'y être. Mais une finale, comme j'ai toujours tendance à le dire, et pour toutes les finales qu'on a jouées par rapport par la suite, on les a gagnées. Donc une finale, il faut la jouer, mais il faut surtout la gagner. On la joue plutôt bien. On fait un score quand même qui est même très important pour une finale. Je crois qu'on gagne 4 ou 5-0. Ouais. Enfin, je veux pas me tromper sur le score, mais on gagne sans contestation aucune. Et puis on gagne ce titre fédéral qui lance le projet, clairement, qui nous lance dans une dynamique. Si on n'avait pas été à ce championnat national, qu'est-ce qu'il en aurait été de la section? Si on n'avait pas gagné, qu'en aurait-il été de la section? Tu vois, c'est tout des questionnements, des hypothèses qu'on peut se dire, bah, peut-être qu'on aurait fait moins parler de nous, on aurait peut-être des joueurs moins motivés pour continuer, pour poursuivre. Voilà. Des fois... tu sais pas. Et ça part, je dis bien, d'un projet qui n'est pas le mien, mais qui est celui des sportifs avant tout. Des sportifs qui sont, pour certains, encore là. Moi, par exemple, Noël est revenu dans la section que tu as vu. Mais on a, par exemple, Thomas et Steven. C'est les fidèles de fidèles, quoi. Okay, c'est les deux sportifs. C'est un sacré bout de temps qui sont là, quoi. Ah, c'est même pas un sacré bout de temps. C'est les deux sportifs qui sont là depuis le début. Okay. C'est-à-dire que c'est les sportifs qui ont gagné en 2013 à Saint-Lô, qui sont encore là en 2022 pour essayer de gagner encore avec nous, quoi. Donc Thomas et Steven, par exemple, c'est la base, quoi. C'est la base et c'est ça qui est top, c'est-à-dire que 10 ans après, tu pourrais te dire, bah, je suis un peu orphelin de mes gars parce que j'ai lancé ce projet-là à leur demande, après je l'ai soutenu avec eux, et puis tu te rends compte que certains sont encore là, et ce projet-là, il vit parce qu'ils sont là. Après, bon, pour revenir aussi sur cette fin d'anecdote, sur ce championnat, derrière, ça lance le projet. Ça lance le projet pourquoi? Parce que la municipalité se dit, quand même, cette petite équipe de sport adapté, ils en ont sous le pied. Gagner un titre national, enfin, si on nous dit, enfin, gagner au niveau national, c'est quand même pas rien. Et puis, il m'évoque le possible rapprochement avec le club de l'Olympique Marcois. Donc là, je rencontre Francis, où Francis a été très clair d'emblée en me disant moi, je suis ouvert au sport pour tous, à vous accueillir, je ne ferme pas les portes, mais il me dit, si par contre, vous suivez dans le projet, si par contre, vous êtes partie prenante dans le projet, parce que moi, à l'heure actuelle, prendre un public en situation de handicap, je ne pense pas que j'ai les éducateurs formés, et je ne pense pas que j'ai les éducateurs qui ont des connaissances pour pouvoir encadrer ce type de public. Donc moi je lui ai dit s'il faut
pour faire vivre le projet, être dans le projet, moi, écoutez, si on peut être dans le projet olympique marquois, je suis. Et voilà. Et là, c'est comme ça que ça s'est lancé. c'est comme ça que ça s'est lancé au sein de l'Olympique marquois. Parce que Une rencontre avec le président, on échange sur le public, ce que c'est, effectivement, ça c'est pas là je te l'ai résumé, on échange un petit peu sur le public, sur mes attentes, c'est-à-dire il voulait savoir beaucoup ce qu'on attendait aussi de ce projet, de cette inclusion, du fait de rentrer dans un club. Il me présente un petit peu le club, les tenants, les aboutissants, et puis les possibles, quoi, ce qui est possible. Donc c'est là aussi où il me dit, je te dis, moi en tout cas, si vous suivez la section, on monte la section si vous suivez. Si vous suivez pas, ça va être compliqué. Et là, on se retrouve 10 ans après à échanger ensemble avec 3 titres nationaux, un titre fédéral, 3 titres nationaux en 10 ans. C'est un travail derrière. Enfin, c'est pas l'aboutissement. C'est l'aboutissement c'est pas une finalité, c'est plutôt l'aboutissement d'un enchaînement de travail sur des générations de personnes, de sportifs, parce que des sportifs nous ont quittés, d'autres sont arrivés, donc il faut souvent reconstruire. Le propre d'un éducateur dans une équipe, alors pas forcément dans une équipe dans une équipe de jeunes, oui et non, parce que tu peux suivre ta génération, et tu sais bien que une équipe de jeunes, tu as quelques joueurs qui peuvent arrêter, qui changent de club, tu as quelques jeunes qui arrivent, mais c'est beaucoup plus prépondérant peut-être dans une équipe senior, par exemple, oui. Ouais. Cette problématique-là est peut-être un peu plus présente. Même si on se rapprocherait effectivement plus quand même d'une équipe jeune où on a peu de départs, quelques arrivées, donc il y a quand même une certaine stabilité. Quand je te disais, Steven, Thomas, ils sont là déjà depuis 10 ans, ils connaissent le projet, ils connaissent les bases, ils sont à la base, donc ça aide aussi. Parce que du coup, aujourd'hui, il y a 3 groupes en section sport adapté, si je ne me trompe pas. Il y a 3 groupes, il y a 3 niveaux de pratique. Il y a eu il y a eu dans un passé, plus récemment, on était sur 3 groupes et on était reparti à 2. Là, on est reparti sur 3 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu plus ou moins 3 groupes avec des différentes moins prépondérantes de niveaux. C'est-à-dire que là, on est sur un niveau 1, on a des sportifs sur un niveau 2 et on a vraiment des sportifs sur un niveau 3. J'explique rapidement. Niveau 1, on va être sur des sportifs qui ont des appétences pour pouvoir se rapprocher du milieu ordinaire en termes tactiques, techniques, qui comprennent les bases du jeu plutôt bien. Et quand on joue contre une équipe ordinaire, on est capable de les affronter correctement. Après, même sans viser je gagne, je perds, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose sans être ridicule. Niveau 2, on va être sur des sportifs qui ont un peu plus de difficultés sur l'aspect tactique, sur l'aspect de compréhension du jeu. Tactiquement, des fois, je te parlais tout à l'heure, ils vont, pour bon nombre, suivre l'aspect ballon, quoi. C'est-à-dire, plutôt que de prendre en compte peut-être 3 aspects, quand j'ai le ballon, où est mon partenaire, où se déplace, comment se déplace mon adversaire, c'est je suis uniquement le ballon, quoi. D'accord. Voilà. Et un 3e groupe où là on va être peut-être plus sur des sportifs aussi qui sont impactés athlétiquement, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins vif, beaucoup moins rapide, beaucoup plus maladroit techniquement, ça c'est une chose, mais aussi beaucoup plus maladroit dans les appuis pour se déplacer avec et sans ballon. Ouais, voilà. Moins d'aptitude physique. Moins d'aptitude physique, et d'autant plus que je suis assez fier de dire qu'avec le club et le comité directeur, j'ai pas lancé la section foot en marchand, mais j'ai lancé l'idée de pouvoir répondre aussi à une commande qui est pas. C'est pas parce qu'il y a une commande fédérale qu'il faut répondre à une commande fédérale, mais je veux dire, à un moment, il y a quelque chose qui est mis en place au niveau fédéral qui me paraît pertinent par rapport au public qu'on accompagne et qui peut être pertinent par rapport à ce qu'on vit à Marc-en-Barœul. C'est-à-dire que il y a, au-delà du club, la municipalité qui lance le sport famille, la municipalité qui lance le sport santé. On n'est pas loin, il y a un bâtiment sport santé. Nous, on a un public en situation de handicap. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est même pas peut-être, c'est que je me dis qu'il y a quelque chose à jouer dans une inclusion entre des sportifs en situation de handicap qui ont vraiment du mal à se retrouver dans la compétition au niveau sport adapté, parce qu'on est vraiment dans quelque chose quand même qui est assez compétitif, et un public valide, avec des problématiques de santé, qui peut s'y retrouver aussi dans cette pratique douce, légère, qui n'impacte pas
Tu vois, comme dans la compétition, qui ne va pas impacter au niveau recevoir un coup et avoir des traumas. Voilà. Chercher un mot, tu vois, chercher le mot un traumatisme d'ordre physique ou tendineux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, mais voilà. Mais en tout cas, donc là, à l'heure actuelle, à l'Olympique Marcois, on présente 3 groupes, 3 niveaux qui permettent à des personnes en situation de handicap de pouvoir s'y retrouver parce que si on proposait qu'un type de niveau, on ne serait pas inclusif, on ne pourrait pas permettre à tout le monde de s'y retrouver et on serait un petit peu dans l'idée de dire, bah là, nous, on n'a pas ce niveau-là et on ne peut pas du coup t'accueillir. Moi, c'est vraiment aussi le souhait, c'est de faire vraiment, au-delà de l'étiquette du sport pour tous, où au club, on a une identité avec une grande section féminine, une section handicap, et bon, forcément une grande identité de foot masculin, du petit jusqu'à vétéran. Moi, je voulais vraiment dans la section handi para-foot adapté, pouvoir proposer aussi à un sportif qui présente des bonnes aptitudes physiques et sportives, comme à un sportif, à une personne qui est moins sportive, qui va être peut-être un peu plus débutant dans sa pratique. Voilà. Parce que c'est quoi, du coup, les conditions pour rentrer dans la section sport adapté aujourd'hui? Bah, les conditions, c'est très simple. C'est avoir alors, 16 ans et demi, on va dire 16 ans, avoir 16 ans, révolu. Parce qu'en delà, je n'ai pas, moi, les capacités de pouvoir prendre en charge personnellement, parce que je m'implique bénévolement. Ça, c'est aussi, je veux le souligner. Déjà, les personnes avec lesquelles qui m'accompagnent s'impliquent quasi tous bénévolement. Donnent de leur temps, sur le temps qu'ils peuvent. On est 4 personnes. Il y a moi-même, je tiens à le souligner. Il y a Reda, il y a Boilem, il y a Jefferson et Maxence. Alors, c'est pour ça que je dis quasi bénévolement, parce que Maxence, en fait, c'est son compte, on l'a pris par rapport à ses études. Il fait un contrat sur une durée d'heure par rapport à son diplôme BPGEPS. Donc, c'est 5 personnes avec Maxence qui va nous quitter malheureusement en janvier. On est déjà, on donne de notre temps quand on peut. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire en dessous, pourquoi on ne fait pas? Parce que déjà, on a déjà pratiquement 40 sportifs en situation de handicap adultes. Et c'est ce qui demande déjà de l'encadrement, du temps. Ouais. Et donc 16 ans. Et après, pour rentrer à la section, ça c'est ce qui est basé par la fédération qui est demandé, il faut avoir une éligibilité. Une éligibilité, ça veut dire la personne est en situation de handicap mental ou avec des troubles psychiques. Des fois c'est associé, des fois c'est pas associé. Donc c'est ou déficience, un handicap mental, ou trouble psychique, ou les deux des fois sont associés. Si cette personne-là, par exemple, ne présente pas cette problématique-là, c'est arrivé. Par exemple, la personne, elle peut être malvoyante, elle peut être avec un état de surdité, elle peut avoir un membre manquant. Là, ça fait partie du handisport. C'est là où on met la nuance, c'est-à-dire que le sport adapté s'adresse plus à des problématiques d'ordre, on va dire, mental et cognitive, enfin, oui, c'est ça, mental, et le handisport plus à des problématiques d'ordre physique. Ouais. Voilà. Donc, il faut répondre de ces caractéristiques-là, bien sûr. Alors, la plupart des personnes sont ou suivies par des établissements médico-sociaux ou des services médico-sociaux. Quand ce n'est pas le cas, quand ils ont suivi un cursus presque ordinaire dans leur scolarité et qu'ils ont quand même cette reconnaissance handicap, il faut qu'ils fassent une éligibilité via un médecin ou leur médecin traitant ou un médecin plutôt d'ordre un psychiatre pour attester qu'effectivement ils présentent bien une problématique avec un impact sur des domaines je vais appeler ça des domaines de compétences, c'est-à-dire que par exemple il y a l'autonomie qui est un grand domaine de compétences, le fait d'être en interaction avec les autres, donc la sociabilisation, la communication et la motricité. S'il n'y a pas un réel impact sur les 4 domaines, la fédération peut dire que le sportif n'est pas assez impacté par son handicap pour être reconnu et licencié auprès de la fédération. Ok. Voilà. Bien, ça fait beaucoup d'infos. C'est ouais, cool. après tu sais. Non, mais tant mieux. Tu vas tant trier. mieux. Tant mieux, tant mieux. Après, est-ce que, j'ai une question pour toi, est-ce que tu fais un lien, ou alors est-ce qu'il y a un lien établi souvent qu'on peut constater entre l'importance du handicap et le niveau technique
l'aptitude technique et physique de foot, ou pas forcément, il n'y a pas forcément de Non. corrélation entre les deux? Alors, pas forcément. Parce que quand je vais. Alors, sans citer des personnes, hein, je vais te prendre des situations connues qu'on a au club où la personne, elle a un degré. Alors, pareil, il y a des classes. Dans les classifications, on classe les degrés de handicap. Donc, c'est les degrés de déficience. Et c'est une bonne question parce que du coup, moi, je sais qu'au club, on a des personnes qui ont une déficience qui est plutôt d'ordre moyen, sévère, tu vois, et une capacité sportive, une intelligence de jeu incroyable. Incroyable. Alors oui, dans certains aspects, et là c'est peut-être là aussi où ça va être intéressant d'échanger, de développer sur ça, c'est que dans certains aspects, tu vas sentir quand même peut-être plus de difficultés parce qu'il y a un manque cognitif sur des aspects de prise d'information, mais ils savent le faire, si tu veux, sur le terrain. Mais quand tu le reproduis en séance, avec des aspects couleurs, avec des aspects de zone, droite, gauche, des choses comme ça, des fois tu les perds. C'est fou. Et à côté de ça, j'ai des niveaux cognitifs, on va dire déficience vraiment très légère. Et le niveau foot est très moyen, voire clairement avec une motricité réduite. Et donc du coup, ils ont du mal à faire de la compétition, quoi. Alors qu'après, tu vas échanger avec eux, ils sont très pertinents des fois dans les échanges, ils peuvent comprendre les règles du foot, mais le pratiquer, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Donc, comme une personne qui n'est pas en situation de c'est ça. handicap et qui vient pratiquer du Exactement. foot, mais qui est... Exactement. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ok. Tu as fait le parallèle. Avec une personne ordinaire, ça ne dépend pas de son QI pour comprendre et jouer au foot. Et au-delà du sportif, moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté inclusion. Peut-être, justement, t'en parlais de la sociabilisation. Quels enjeux tu vois derrière la section sport adapté? Est-ce que, par exemple, tu as le sentiment que ça aide des jeunes à être au contact d'autres personnes, avoir un groupe social, entretenir un lien social? Les meilleures réponses, c'est eux qui te les donnent. Les meilleures réponses, quand tu fais un projet comme celui-ci, que tu les accompagnes dans déjà ce souhait-là de pouvoir faire du foot comme tout le monde, tu as gagné quelque chose déjà. Pour eux, le fait d'être reconnu comme tout le monde dans un club, avec un terrain, un créneau horaire, de s'identifier au Olympique Marcois, déjà, tu vois, en termes de l'identité, tu vois, j'appartiens à l'appartenance, ça c'est important. Appartenir à un groupe, tu vois, dans la sociabilité, on voit aussi les difficultés des fois qu'on peut avoir quand tu n'es pas, on va te dire, tu ne fais pas partie de tu vois, un peu dans le terme, je n'aime pas le mot de caste, tu vois, mais tu fais pas partie de notre groupe, notre caste, tu vois, comment ça peut être rejetant. Là, c'est des personnes, souvent, il faut quand même le souligner, à qui on va dire, on va fermer des portes, à qui on va dire, alors un peu moins parce que c'est vrai que nous en tant que travailleurs sociaux, éducateurs, et puis portés par les valeurs associatives que sont celles des papillons blancs de Robert Tourcoing, mais pas uniquement celles de la PUI de Robert Tourcoing, c'est les valeurs d'aller aussi dans l'inclusion et de porter aussi le souhait de nos personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, ces personnes-là, elles ont un souhait, elles ont un idéal professionnel, de vie, elles ont envie, un peu comme tout un chacun, de travailler, de vivre avec leurs copains, copines, parce que ça peut être, quand je dis copains, ça peut être aussi de la colocation amicale, d'avoir pour certaines de fonder une famille, et de pouvoir les inclure dans un club de foot et de leur dire, tu fais partie de l'identité olympique marquois, c'est aussi les reconnaître. Et je disais en ça, on leur a fermé des fois des portes. Tu vois, au niveau sportif, tu n'es pas capable. Au niveau professionnel, tu n'es pas capable. Au niveau scolaire, tu n'es pas capable. Tu vois? Et ça, à un moment, toujours se retrouver face à... Imagine-toi, même une personne lambda, à qui on va dire à chaque fois, ce n'est pas possible. Tu n'es pas capable. Ouais, de fermer des portes. Wow, c'est pesant quand même. C'est pesant. Ouais. Tu imagines cette grosse coquille, ce fardeau que tu portes. Ouais. Et là, on te dit, tu veux faire du sport, tu veux faire du foot, c'est possible. Ah bon, ah ouais. Ah ben là, tu as déjà un enthousiasme. Et alors, pour un peu plus aller au plus loin dans ta question,
Et c'est eux qui t'apportent les réponses. Des fois, tu poses simplement la question, mais des fois, sans poser la question, tu te rends compte que bah, par le biais du groupe foot, ils vont se retrouver à se dire, bah, tiens, on pourrait faire autre chose que s'entraîner ensemble. On va aller manger ensemble. On va aller, même si c'est pas trop fan, on va aller faire une partie de PlayStation ensemble. Ils s'invitent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand on fait un questionnaire un peu lambda pour un petit peu vérifier, parce que des fois les pouvoirs publics aussi, par rapport à nos financeurs, nous disent, par rapport à l'intérêt du projet, comment vous pouvez l'évaluer. Donc on l'évalue et quand on pose la question aux personnes en disant, bah, tiens, sur tel aspect, tel domaine, qui se sent concerné. Et donc ils lèvent pratiquement tous la main, tu te dis, ah ouais, par exemple, un des cas, on limite aussi la sédentarité. C'est-à-dire que plutôt de rester chez eux, devant une télé, devant une console de jeu, à pas faire d'activité sportive, et là on t'ouvre les portes de te dire, bah tiens, tu vas être dans un club de foot, tu vas jouer, t'entraîner 2 fois dans la semaine, bah, c'est 2 fois dans la semaine où tu vas bouger de chez toi, tu vas être au contact d'autres personnes, et que ce soit dans l'aspect mental et l'aspect physique, tu fais du bien à ton corps. Parce que clairement, eux le disent aussi, ils y reçoivent un bien-être mental. Au-delà même d'un bien-être physique, c'est un mieux-être, c'est une meilleure estime de soi, on nous reconnaît, on nous valorise, enfin, une grande quasi-totalité des sportifs qu'on a à la section peuvent témoigner de ça en disant bah, grâce au foot, je me sens moins angoissé, je me sens mieux dans ma peau, y a un bien-être psychique. C'est l'inclusion par le sport. L'inclusion, oui, l'inclusion par le sport, et même au-delà de faire de l'inclusion par le sport, c'est de l'inclusion tout court. Parce que quand tu as des personnes qui, au-delà de venir faire du sport, te disent, je vais prendre le cas des récents matchs de Coupe de France qu'ont joué les seniors, te disent, si tu as besoin d'un coup de main par rapport au poste de stadier, donner un coup de main dans l'animation, dans l'aide, etc., ben là, tu n'es pas dans le sport. Tu es dans la vie du club. Quand ils te disent ça, tu as réussi quelque chose. C'est-à-dire que tu te dis que ces gars-là, ils ont envie de donner un peu de leur temps aussi, parce qu'on leur a donné du temps aussi pour eux dans les séances, enfin on leur donne du temps sur les séances de sport, mais ils sont aussi en capacité, c'est un peu comme, tu vois, c'est le don contre don, Marcel, tu vois, ils ont envie de aussi donner du temps, tu vois, de dire, bah, moi aussi je peux être dispo, si tu as besoin de moi, tu peux compter sur moi, ça c'est cool, c'est top. Et puis moi, il y a des paramètres aussi très importants. Quand tu reçois un mail d'un service éducatif où on te dit, sur un bilan annuel, tu demandes rien, hein, enfin tu demandes pas, où ils te disent, franchement, chapeau, parce que grâce au projet foot, la personne a diminué de moitié son traitement médical. Parce que pour une partie, par rapport à des problématiques d'ordre psychologique, ils ont des traitements. Quand tu as ça, tu dis que tu as gagné quelque chose. C'est pas le résultat sportif qui compte toujours. C'est pas forcément toujours les titres nationaux. C'est regarder aussi au-delà du titre national, du titre régional, de l'aspect foot. C'est de dire que tu as gagné quelque chose. Quand tu as un gars qui te dit qu'avant de venir au foot, il passait une grande partie de ses samedis volets fermés dans sa chambre et qu'il n'en sortait pas parce qu'il jouait à la console, le mot, j'aime pas donc je vais pas le dire, mais c'est quand même parlant, s'abrutir, on va dire ça comme ça, à ne pas avoir de vie sociale, clairement, à part à travers les réseaux, et que il a ouvert les yeux sur autre chose, sur une autre forme de communication, d'affinité, et c'est top. Et en 10-15 ans d'éducateur donc dans les sections sport adapté. Alors moi, plutôt 10 ans en section sport adapté, 15 ans en pratique d'éducateur, 16 ans même maintenant. 16 ans que je suis éducateur, voire même plus, parce qu'avant d'être à l'Institut médico-éducatif à Marc-en-Barœul, j'ai travaillé auparavant. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours fait dans ma pratique le sport comme levier. Que ça soit avec un public en situation de handicap mental ou avec d'autres types de publics, troubles du comportement, personnes en situation de précarité. Et c'est vrai que toujours essayer d'utiliser ce levier par le sport, tu vois, pas uniquement ce que le sport peut t'amener au niveau physique, mais aussi au niveau d'ordre mental, quoi. D'aller chercher, tu vois, les challenges, tu vois.
d'aller chercher dans les possibles, de toujours repousser certaines limites. Et ça, moi, je pense qu'il faut... moi, je me l'applique, mais je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aussi à mes sportifs. Tu te dis quand même, tu fais du sport, ou quand même, dans le sport, et notamment aussi le foot, mais c'est pas uniquement le seul sport, où le paramètre mental, il est quand même très important. Dans la réussite d'un sportif, comme dans la réussite, quand je dis la réussite d'un parcours, quand je dis la réussite d'un sportif, c'est la réussite d'un parcours. Des fois, certains, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas passés pro, tu vois? Des fois, c'est peut-être que l'aspect purement d'ordre mental, tu vois, aller au-delà, se faire peut-être un peu plus mal, répondre à certaines exigences, etc. Et tu fais du sport où l'aspect mental est important avec un public qui est quand même déficitaire sur le plan mental. C'est pas simple. Ouais. Tu vois, donc c'est trouver aussi ce que je te disais, c'est tous ces petits leviers, tous ces petits aspects qui va faire que même pour une personne en situation de handicap, tu peux réussir. Voilà. Tu peux réussir. Et tu as des histoires comme ça à nous raconter de personnes qui sont arrivées avec un handicap plus ou moins léger ou lourd dans la section sport adapté et qui derrière, tu as observé une vraie évolution dans leur vie personnelle. Ils ont trouvé un job ou, j'en sais rien, ils ont trouvé un copain, une copine. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr que j'en ai des exemples. J'en ai pas qu'un, il y en a plein. C'est ça qui est génial aussi. C'est ça qui est génial. Moi, en tout cas, ce que je témoigne, sans trahir ceux qui me l'ont témoigné, et je pense que je ne les trahis pas en disant ça parce que je suis là aussi pour parler, mais eux, je pense qu'ils le diraient mieux que moi. Il est clair que certains étaient vraiment dans une situation catastrophique de santé, psychique et mentale. Psychique, mentale, je veux dire, et physique plutôt. Et par le biais d'être rentré dans le club de foot, d'être dans la section, ça leur a ouvert des portes. Non, mais même on revive, quoi. Ouais. Parce qu'au-delà d'effectivement professionnellement, d'avoir trouvé une situation de travail, une copine, une stabilité personnelle, oui, il y a aussi des échecs, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule avant notre échange. Malheureusement, des fois, on a des personnes avec lesquelles on ne peut plus continuer parce que ça devient trop compliqué. Ce que je te disais, on soupçonne des problématiques d'ordre de comportement, qu'ils influencent négativement sur le groupe, de vol. Par rapport à un règlement foot, même si on est dans un club où on peut adapter les choses, à un moment tu te dis il y a des choses qui ne sont pas possibles, quoi. Donc forcément il y a des situations de vie, je ne sais pas ce que sont devenues la plupart de ces personnes, où ça a plus ou moins peut-être sombré pour eux dans leur vie, mais c'est parce que tout échoue. Nous on veut des fois être encore là pour eux, pour que tout n'échoue pas. Là c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment tu te dis oui, mais à un moment où sont nos limites? Ouais, voilà, c'est sûr. Surtout que vous êtes pratiquement à titre bénévole. Exactement. Donc, à un moment, tu te dis, il faut se reconnaître que sur cette situation-là, on ne va pas y arriver. Et malheureusement, pour une situation, et on a 10 autres où ça va être rayonnant parce qu'il y a eu des évolutions positives dans leur vie. J'ai un cas encore récent où il va passer d'un hébergement collectif à un hébergement individuel. Il va vivre tout seul. Ce qui est une réussite incroyable. Incroyable. Ça, c'était pas possible quelques années. Alors attention, c'est pas que le foot. Oui, bien sûr. Mais c'est un ensemble. Je m'y mets, mais après, il y a un travail éducatif autour de cette personne qui est aussi à souligner. C'est ça, important. Mais c'est vrai que quand tu as des témoignages de personnes qui te disent que grâce au foot, ils n'ont pas sombré, qu'ils ont peut-être même pas passé l'arme à gauche, waouh, tu te dis, c'est quand même, c'est touchant quand même. Tu te dis, on n'est pas grand chose et tu comprends pourquoi le faire. Tu te dis merde, voilà, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Ça t'en remet un coup pour 10 ans, probablement. Je sais pas, c'est pour 10 ans parce que c'est compliqué de dire quand c'est qu'on. Moi, si demain, il y a une personne qui arrive et qui me dit « Florent, ce que tu fais, je peux le faire »,
je vais prendre le relais, rassure-toi, tu vois. Enfin, je pense que je peux souffler une année, tu vois, en me disant, ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Parce que c'est lourd, hein, c'est pas rien. Monter une section en situation, avec des personnes en situation de handicap, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. C'est un vrai investissement quand C'est même. un investissement. C'est un investissement de vie, c'est un investissement personnel. À un moment, moi je le dis à mes gars, je leur témoigne très régulièrement, c'est des choix. On fait des choix de vie, quoi. C'est-à-dire que quand je suis avec eux, je suis pas avec mes petits. J'ai quand même 2 enfants de 8 ans et 5 ans. Ouais, t'as une vie de famille. Une vie de famille, quoi. Ma compagne aussi, hein, qui me donne cette possibilité-là, parce que si elle n'était pas là, est-ce que le projet tournerait aussi? Si elle n'était pas là, il faudrait que je puisse m'occuper de mes enfants comme ça. C'est pas possible, hein. Tu vois, donc Mais c'est on aussi sent, on avoir sent que t'es toi-même. quand même, toi, porté par ces valeurs et cet investissement. Donc, Et bien sûr, le fait d'être porté, c'est une chose. Mais si derrière, t'as pas des bases solides, t'as pas une compagne qui te dit, OK, sur tel soir de semaine, sur tel jour, sur un emploi du temps familial, c'est bon, tu peux aller, l'esprit libéré, je m'occupe du reste. Tu peux. Après, on parle de la section, mais c'est un peu le tout un chacun qui a une vie de famille et qui sont éducateurs dans des clubs. ouais, qui veut s'investir dans une Qui vie s'investit associative. ouais, exactement, dans une vie associative. Exactement, parce qu'on peut avoir du sport, mais on peut parler d'autres pratiques. Il faut quand même avoir une base solide derrière. Ouais, ouais, Tu peux ouais, pas te ouais, lancer ouais. comme ça, Mm. bien sûr. Et puis moi, je veux pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais tu peux pas être, même si c'est bénévole, tu peux pas être là, et puis après on te revoit dans 2 mois. Surtout dans le sport, tu peux pas faire un événement. Enfin, on n'est pas dans l'événementiel, quoi. Mm. Voilà. Et du coup, avec tous ces échanges, est-ce que tu as quand même le sentiment d'être un éducateur différent des coachs qu'on voit dans n'importe quelle équipe, entre guillemets, lambda? Est-ce que tu as le sentiment d'être plus qu'un éducateur sportif, du coup? Ou dans ton rôle, tu t'investis comme si tu avais une équipe de personnes qui n'étaient pas en situation de handicap? Est-ce que tu as ce sentiment-là? C'est encore une très bonne question. C'est encore une très bonne question. Alors, pour pas répondre à côté de la question, moi je vais quand même répondre un peu à côté de la question. Je vais te dire, regarde le nombre de coachs. Alors même si c'est compliqué, de faire rentrer un préparateur mental. Alors chez les pros et de plus en plus maintenant aussi en amateur, il faut rentrer un préparateur mental ou une personne un peu qui va. Alors des fois c'était l'intendant, tu vois, qui va Ah, avoir un rôle un peu social à auprès côté des du sportifs. sportif. Ouais, 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 ouais. ouais. Parce que la personne, c'est pas l'éducateur ou l'entraîneur, parce que ça dépend de quelle catégorie on parle, n'est peut-être pas en capacité de le faire. C'est pas qu'il n'est pas capable, mais il sait que c'est un gros boulot. Ouais, ouais, Il ouais. sait que ça va lui demander aussi du temps, parce que on se rend compte que même sans situation de handicap, des personnes ordinaires, il y a aussi des problématiques d'ordre social, d'ordre familial, environnemental, et que ça a un impact sur le rendu le rendu sur le comportement à l'entraînement et le rendu en match. Donc moi, pour répondre à est-ce que je me sens différent? Non. Moi, avant tout, je suis quelqu'un d'humain comme toi, comme les autres entraîneurs. Je fonctionne aussi avec ma personnalité. Les personnalités de tout un chacun sont différentes. Donc là, forcément, ça c'est un premier aspect. Après, on a les aspects formation. On reçoit tous plus ou moins, si on souhaite se former, une formation d'ordre fédéral. Moi, je me suis formé sur les modules de la Fédération française pas du sport adapté, mais de la Fédération française de foot, hein. Parce que je souhaite aussi libeller un entraînement le plus classique possible. Après, effectivement, ce qui va faire la différence, peut-être avec d'autres entraîneurs, et c'est ce que disait au départ Francis, notre président, c'est que cette sensibilité, au-delà de la personnalité, parce qu'on peut avoir une personnalité qui rend aussi que les personnes sont sensibles sur la différence, sur le handicap, etc. Elle est aussi amenée par ce que je suis, mais aussi parce que j'ai été formé. Je suis éducateur spécialisé dans ma profession, donc forcément... j'ai suivi aussi, j'ai un diplôme d'état d'éducateur spécialisé, 3 ans de formation, avec une sensibilité auprès du handicap. Et moi, ce qu'il faut faire en moment, c'est mêler les deux. C'est tes compétences de foot, comment à un moment tu peux les associer, les mettre en parallèle avec tes compétences au-delà de ta personnalité, de ce que tu sais, du métier, des valeurs, du travail social. Mm. Et c'est peut-être là où il y a quelques différences et le fait que...
je fais un peu multicasquette, quoi. À la fois, des fois, je suis l'intendant, je suis l'entraîneur, je suis le préparateur physique, le préparateur mental, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. C'est Mm. beaucoup de boulot. Mais un boulot passionnant. Oui, un boulot. C'est difficile de parler de boulot. Je dis boulot, mais en étant bénévole, Un c'est investissement. un investissement, un passe-temps passionnant. Est-ce que le projet, c'est de développer la section et d'ajouter toujours plus de joueurs ou pas nécessairement? À un moment, ça, c'est pas moi qui peux le dire et c'est pas moi seul qui peux le mettre en place. On est dans un club de foot. Il y a un comité directeur, déjà, d'une part. Hein, il faut le savoir. On n'est pas, et je tiens à le dire, on n'est pas une identité, une équipe dans un club. On fait partie du club. On fait partie d'un club. Au même titre que toutes les autres équipes de ce club. Donc, forcément, quand on parle de développement, il faut tenir compte de certains aspects. Il y a un comité directeur qui de même peut te dire par rapport à certaines choses, on peut faire plus, on peut faire moins. Ils vont tenir compte aussi de ce que tu peux leur envoyer. Mais à un moment, il y a aussi les limites humaines. C'est-à-dire que si on fait plus, il faut forcément plus d'investissement, ou bénévoles, ou humains, en tout cas humains, Ouais, autour, plus d'encadrement. plus d'encadrement. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est pas forcément faire plus, c'est faire mieux ou bien. Donc, quand je te disais, on parlait tout à l'heure de foot en marchant, ce que moi, il me semblait faire mieux et bien, c'est de pouvoir dire à un moment à certains sportifs qui étaient chez nous en section sport adapté, peut-être c'est plus compliqué à l'heure actuelle de te retrouver dans le sport compétitif. Faire du foot en marchant te permettra de continuer à faire du foot, de continuer à prendre du plaisir, avec moins d'exigences compétitives, avec moins de pression. Quand je parle de pression, c'est pas forcément pression de nous, mais pression du groupe. Ouais, Voilà. ouais, Parce que quand même, entre eux, quand ils sont compétiteurs, ouais, ouais. ils se font pas de cadeaux. Ok. Après, moi, à l'heure actuelle, je pense que ce qu'on fait, c'est déjà très bien. Voilà. Moi, j'ai une dernière question, parce que du coup, j'ai pas connaissance de ça. Est-ce que dans la région, il y a d'autres sections sport adaptés, Oui. des clubs comme l'Olympique Marcois qui accueillent des sections sport adaptés, et peut-être aussi, ou voire plus développées que les nôtres? Alors, on est quand même, enfin, sans m'envoyer des fleurs, enfin, je pense, à l'Olympique Marcois, la section adaptée, elle est vraiment reconnue. Et je pense qu'on est une bonne base au niveau régional pour prendre exemple. C'est-à-dire que on a déjà 10 ans d'expérience derrière nous, ce qui n'est pas le cas de toutes les sections. Alors, première des choses, c'est que je voudrais quand même faire un peu l'historique. C'est-à-dire que l'inclusion, en tout cas sportive, les sections dans des clubs, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que ça commence à se développer au niveau régional, mais aussi au niveau national. Je l'ai vu, moi, par rapport au récent championnat de France. Je vais faire un parallèle aussi avec le fait du championnat de France. C'est-à-dire que, par rapport à ta question, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, quand on gagne le premier titre, donc le titre fédéral, on voit qu'il y a des sections qui ne sont pas forcément des sections de clubs, mais plutôt des sections d'établissement. C'est-à-dire qu'une grande partie sont mis en place par les établissements médico-sociaux. Donc ça peut être des établissements de travail qui prennent les sportifs ou qui se regroupent entre plusieurs établissements et qui prennent des sportifs qui ont des appétences foot, qui ont vraiment envie de faire du foot. Et donc ça, c'est 10 ans en arrière, et voilà. Et on va monter une équipe. Donc eux, ils sont affiliés à la Fédération française du sport adapté, mais ils sont pas du tout dans un club. Ils s'entraînent des fois dans des structures municipales, mais ils sont aussi dans des structures associatives, un terrain de l'établissement, des choses comme ça. Mais pas du tout dans ce qu'on fait nous à l'Olympique Marcois. D'ailleurs, tu le vois au départ, quand je te dis 2012, on n'était pas inclus dans un club. Ouais, ouais. Et ça s'atténue petit à petit. C'est-à-dire que les établissements, on parle, nous en tout cas en termes, nos associations en tout cas, de manière plurielle, déjà portent et mettent en avant depuis quelques années l'inclusion scolaire, avec la volonté de plus en plus que les personnes qu'on accompagne, puissent bénéficier, comme tout un chacun, d'une scolarité ordinaire, tout en étant par moments adapté sur certaines unités d'enseignement. Mais on prône beaucoup sur cet aspect-là depuis quelques années. C'est vrai que l'inclusion sportive ou culturelle,
elle est moins mise en avant. On va avoir beaucoup de sportifs, mais qui vont plutôt être sur des pratiques individuelles. Le judo, le tennis, voilà, qui n'impactent pas ouais. dans le sport compète avec d'autres personnes. Voilà. D'accord, ok, ouais. Et au culturel du théâtre. Et puis, on a depuis peu porté un peu plus cette inclusion aussi, au-delà de scolaire, professionnelle. On a les duo days, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, où on associe une personne ordinaire avec une personne en situation de handicap sur une journée de travail. Par exemple, la personne, elle souhaite voir ce que c'est le métier de mécanicien. Eh ben, si on trouve quelqu'un qui est mécanicien dans un garage et qui veut bien sensibiliser la personne, lui montrer son travail sur une journée, voilà, on fait vivre ces journées-là. C'est vrai que donc pour en arriver à l'aspect sportif, c'est ce qui, pas qui nous intéresse le plus, mais dans le débat, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'au niveau de l'aspect sportif, moi je me rends compte que de petit à petit, on avance, et petit à petit, on a de plus en plus de sections portées par forcément les pouvoirs publics, on sensibilise comme on a sensibilisé au foot féminin, on sensibilise un peu plus à l'inclusion des personnes dans le sport, enfin les personnes en situation de handicap dans le sport, porté par les pouvoirs publics, porté par nos associations quand même aussi. Et donc au niveau régional, on a le club d'Amiens, SC, donc le seul club pro au niveau régional qui a sa section adaptée. On a l'Olympique Marcois, on a le club de Grande-Seine qui récemment a créé une section adaptée, qui a récupéré en fait une identité associative sur Dunkerque pour créer sa section sport adapté. On a quelque chose qui est un peu moins développé à la Stellalis, à Lycée-Lannoy aussi. Ouais. Ils utilisaient, mais c'est pas clairement encore complètement fondé. Ouais, ça fait un peu une équipe dans le club, a priori, de ce qu'on m'a dit. Attention, moi je veux vraiment pas me faire de. Le projet est naissant. Non, le projet n'est pas forcément naissant, mais je veux pas me faire de. On va me dire, Flo, t'as exagéré, non. Je pense pas me tromper, mais je pense pas non plus. Comment dire, d'un côté et de l'autre me tromper. C'est-à-dire que j'ai eu des échos de certains éducateurs de clubs qui m'ont dit bah c'est pas encore forcément, on n'a pas l'impression que c'est comme à l'Olympique Marcois, une équipe, okay. Ça fait un peu équipe dans le club quoi. Voilà, c'est pas encore, ça fait vraiment pas encore partie section club. Et après, tu as encore des associations, des associations footballistiques qui sont pas reliées à des équipes. Pour terminer, de toute manière, tu n'auras pas une équipe, enfin dans chaque club de foot, tu n'auras pas une équipe. Déjà, on n'a pas forcément une section féminine dans chaque club de foot, tu n'auras pas une section adaptée dans chaque club de foot. Ouais. C'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il y a, il faut quand même avoir un petit noyau de sportifs. Et j'allais oublier, à préciser, Bousbecq, qui cette année aussi a monté, le club de foot de Bousbecq a monté sa section adaptée et son équipe aussi foot à marchand. J'allais les oublier et eux par contre ils ont monté une section. Je pense qu'après il y a des par exemple dans le Cambrésis, il y a aussi une section qui est. C'est vrai que là, je vais me faire tirer les oreilles, j'en ai oublié. Cambrésis. Non, mais c'est normal d'en oublier aussi. Alors, dans le Cambrésis, tu as une section adaptée à l'Amérique de Cambrai, au club d'Amérique de Cambrai. Il y a une section adaptée qui se monte. Alors, voilà, ils me pardonneront, c'est des sections qui sont récentes, Bousbecq et Cambrai. Donc, il y a Grande-Seine, Bousbecq, Cambrai, La Stellalis, Marc-en-Barœul, Amiens SC. Je sais qu'une grosse identité associative qui est dans le Pas-de-Calais se rapproche d'un club pas loin de Cambrai, dont l'entraîneur principal est l'entraîneur senior. Donc ça facilite aussi le rapprochement. Je pense pas en oublier, si vraiment j'en ai oublié. Après, il y a vraiment à côté de Valenciennes, il y a un club qui s'appelle Denain Sport Adapté. Eux, c'est une association qui n'a pour l'instant pas de lien avec un club. Je pense qu'ils ont cette idée de le faire. Sauf que là, à l'heure actuelle, leur structure, parce moi je dis souvent à mes gars, mais ils ont beaucoup de courage parce qu'ils s'entraînent sur une structure municipale qui est désuète, qui est très vieillissante, parce que leur structure est en travaux. C'est-à-dire leur stade est tout refait de A à Z. Vestiaire, donc là, ça fait 2 ans que mon confrère galère pour s'entraîner correctement. Ils font pas partie d'un club parce qu'il n'y a du coup pas d'identité club sur Denain, je pense, au niveau foot, mais peut-être que ça se fera aussi dans le futur. Pour terminer, ce que je voulais dire aussi, pour terminer sur cette question-là, c'est que plus tu avances dans les années, plus tu te rends compte que le championnat de France, au niveau national, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Parce que là, par exemple, sur 32 équipes présentes en niveau 1 cette année, tu en avais 17 au moins, nationalement, au niveau national, 17 au niveau national, qui font partie d'un club. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont
Je pense qu'ils ont les mêmes capacités de s'entraîner que nous dans la semaine, Infrastructure, les mêmes infrastructures, créneaux horaires, les etc. créneaux, Ouais. et voire même mieux que moi, parce que faut se dire que j'ai affronté des coachs qui ont un BMF, qui ont un BE, enfin qui sont vraiment estampillés 3F, bien formés, je sais pas que je suis pas bien formé, mais qui sont peut-être sûrement mieux capés foot que moi, Ouais, ça ouais, c'est ouais. sûr. Bah, de toute manière, ça dépend des clubs, ça dépend. C'est toujours contextualisé. Oui, c'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai fait le choix à un moment de stopper les formations, pas par manque d'intérêt, parce que à un moment, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, dans ma vie de famille, je me suis rendu compte qu'il y avait des possibles et il y avait des choses qu'il fallait mettre un petit peu en retrait, en sommeil, et pour pouvoir peut-être les reprendre par la suite, mais que là, c'était pas facile. Avec une petite de 5 ans et un petit de 8 ans, je veux bien que ma compagne fasse des sacrifices, mais elle a ses limites. Et donc, du coup, au niveau des formations, moi, je compte quand même poursuivre sur un BMF, me former. Mais je me rends compte qu'effectivement, j'ai en face de moi, sur les championnats de France, de plus en plus d'éducateurs qui sont formés foot, qui encadrent correctement leur équipe. Voilà, c'est pas. Parce qu'on peut arriver de là en se disant, ouais, bon, ce championnat de sport adapté, il y a une certaine facilité. Déjà, d'une part, tout type de championnat dans lequel pour moi, je veux dire, il n'y a pas de championnat au rabais, il n'y a pas de chose au rabais. C'est-à-dire que tu fasses du foot féminin, que tu fasses du foot masculin, du foot adapté, du foot loisir, peu importe dans lequel tu vas concourir, Ça reste du sport. ça reste du sport. Et tu pars avec la même identité sportive. C'est-à-dire que le sport adapté, tu vas pas jouer contre des équipes qui sont plus démunies en fauteuil ou sans handicap. C'est le championnat de France, il réunit des publics identiques. Ouais, ouais, ouais. Donc quand tu concours sur un championnat de France, c'est te dire que tu as 32 équipes au niveau 1. Dans les 32 équipes, je te dis, tu en as de très très bonne qualité, avec des joueurs internationaux qui ont un niveau comme nous, parce que nous aussi on a des joueurs qui sont reconnus au niveau international et qui s'entraînent et qui ont un potentiel de jeu, qui ont des tactiques en place. Et du coup, tu vas pas en te disant je fais un entraînement par-ci, un entraînement par-là, je prends une camionnette, un jeu de maillot, 3 ballons, et je vais aller faire mon championnat. Non, non, c'est pas. Ouais. Et il faut, et notamment cette année, et si mes collègues s'étaient associés là, si on les avait associés à la discussion, ils auraient expliqué aussi bien, parce qu'on a géré ça ensemble, aussi bien ce que je vais t'expliquer, c'est que quand tu fais un championnat de France, il faut le gérer sur une année de préparation, mais il faut le gérer pas uniquement sportivement, il faut le gérer aussi émotionnellement, avec un public, comme je te disais tout à l'heure, où l'aspect mental est déjà impacté. Donc, va par moment faire comprendre que sur une compétition de 3 jours, sur 4 jours, tu as 3 jours de grosse compétition, bah, sur les premiers matchs, où c'est peut-être un peu plus simple, entre guillemets, je dis bien, en termes de niveau sur les matchs de groupe, un peu comme tu peux le voir dans un mondial, hein. Ouais, ouais, de toute Dans façon. une compétition lambda, comme tu peux le voir dans un mondial, tu as des fois, dans les matchs de groupe, tu vas avoir une équipe sur laquelle il va falloir être un peu plus organisé tactiquement, un peu plus bataillé athlétiquement, être un peu plus précis techniquement, notamment sur l'aspect finition, voire dans les 2 zones de vérité. Bah là, c'est pareil. Et puis après, tu as 2 équipes un peu plus moyennes. Voilà. Bah là, c'est pareil dans un mondial. Et là, tu dois faire comprendre aussi à certains joueurs, à un moment, que tu dois gérer l'effectif en termes d'émotion, en termes d'aspect physique, pour les porter le plus loin possible dans la compétition. Parce que si tu commences à abattre toutes tes cartes, à faire jouer ton groupe majeur dans la compétition quasiment 80-85% du temps de jeu, et que c'est toujours les mêmes qui sont remplaçants, et toujours les mêmes qui ont que 15% du temps de jeu, mais qui vont être frais, et qui vont sortir de la compétition pas trop comment dire... atteint par cette compétition, bah, tu risques de pas forcément aussi aller loin. Parce que c'est-à-dire que, et là je ne vais pas donner non plus toutes mes bases et tous mes secrets, parce que si on est bien, si cette interview est bien regardée, du coup je vais donner quelques recettes, donc je ne vais pas non plus donner toutes mes recettes. Mais c'est vrai que on a géré avec le staff, à un moment on s'est dit, bah, sur tel match, on va faire tourner.
Et là, tu as des joueurs qui me disent ouais, mais j'ai l'impression, j'ai notamment un joueur avec lequel j'ai eu une explication sur le premier jour. Il me dit parce que je le vois, il vient pas me voir de bout en blanc, je suis déçu, ça va pas, non, non. L'aspect présentation physique, tout démoli là, tout pas bien, tout, tu vois, tout vexé, etc. Où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc tu discutes. Et là on parlait de préparateur mental, tu vois, de cet aspect aussi. Et donc je discute avec et je lui dis mais ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu ne joues pas ou tu joues moins que je ne fais pas confiance à tes capacités, que je te fais pas confiance même tout court. C'est que pour moi, là où tu dois jouer, là où tu as une carte à jouer, c'est pas aujourd'hui. C'est demain, et encore plus après-demain. Et ça, il faut que tu le comprennes, quoi. Et c'est vrai que ça, sur le coup, ils ont du mal à le percevoir, ces petits détails, ils le perçoivent pas forcément. Encore là, récemment, j'ai un joueur, il me dit, sur le championnat là qu'on vient de faire à Amiens, je le vois, il boitille un peu et tout, il a l'adducteur qui siffle, qui souffre. Et je lui dis, je te fais sortir parce que clairement, c'est même pas toi qui vas me dire, fais-moi sortir parce que ça me fait mal. Parce que là, je lui dis, le but, c'est pas de tirer encore plus sur ton organisme. C'est bon, là, le match, il est fait, il est géré. Qu'est-ce que tu veux gagner de plus c'est te blesser. Donc moi, je lui ai dit, je te sors parce que là, clairement, ton adducteur, il est en souffrance. Ouais, mais moi, j'ai envie de jouer. Il me répond, ouais, mais sauf qu'à un moment, tu vois, ces aspects-là, il les maîtrise pas complètement. Et l'aspect que ça peut avoir une blessure plus importante, que derrière, ils vont avoir plus de mal à récupérer, à se soigner et à revenir, ça, il le voit pas. Il voit l'instant T, le match, la compétition, le résultat. Alors, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Exactement. Mais c'est ça qui est passionnant aussi, j'imagine. Oui, parce que là, je te parle de l'extra-foot. Et puis après, si on parlait vraiment en termes de connaissances foot, on peut aussi rentrer dans le sujet tactique, pour comment, comment on met les choses en place aussi, tu vois. Comment on met les choses en place avec un public en situation de handicap, leur faire comprendre comment on va jouer tactiquement, qu'est-ce qu'on attend d'eux, quand j'ai le ballon, quand j'ai pas le ballon, un peu comme on fait avec des sportifs ordinaires. Donc ça, c'est pas simple. Là, pareil, je peux pas tout dévoiler en interview parce que forcément, je veux garder aussi ce qui est notre identité de jeu. Le travail en interne. Le travail en interne, parce que forcément, si tu es écouté, même sans l'interview, si tu es observé, les gens savent plus ou moins sur quel point tu mets l'accent, vont plus facilement après derrière savoir Ils vont s'imprégner. S'imprégner. Après, moi, tu sais, je m'imprègne aussi de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que j'entends. Que ça soit au club, à l'extérieur du club. Je suis abonné sur un magazine qui s'appelle Vestiaire. C'est aussi très intéressant de se nourrir de choses et d'autres qui sont expliquées par n'importe quel interlocuteur, que ce soit un éducateur, un entraîneur amateur, comme un entraîneur professionnel, puisqu'ils font appel à ces deux types d'entraîneurs, amateurs, professionnels, dans la revue. Et après, moi, j'essaie de regarder, de voir un petit peu ce qui est possible. Ce qui est possible avec le public qui est le mien, comment tactiquement, avec les capacités qui sont les leurs, techniquement, avec les capacités qui sont les leurs, tu peux mettre en place un schéma de jeu, une équipe, voilà. Tu sais, tu peux pas te dire demain, j'ai une équipe de sport adapté, j'ai envie de faire comme même si j'ai envie de faire comme n'importe quelle équipe ordinaire, parce que c'est pas possible. Et après, on est allé faire un match amical il y a 2 ans maintenant. Il y a un monsieur qui nous a arbitré, qui arbitre dans le milieu ordinaire, et qui m'a dit, et ça c'est quand même une super reconnaissance, qui m'a dit, franchement, si vous m'aviez pas dit que vous étiez l'Olympique Marcois, j'aurais pu presque, par le jeu que vous avez mis en place, le deviner. C'est génial. C'est génial. Ouais, c'est génial. Parce que là, tu te dis que même avec ton équipe en sport handicap, tu peux arriver, bien sûr avec moins d'intensité, avec une technicité peut-être un peu plus aléatoire, mais tu peux quand même arriver à mettre une identité de jeu qui répond à ce qu'on fait au club. Ça,
c'est quand même agréable à entendre. Ouais. Et de toute façon, même au-delà du fait que c'est agréable à entendre, c'est de toute façon dans lequel on tend. C'est sûr que, après, bon, ce que je vais te dire, c'est vrai que nous, ce qu'on aime bien à Marc, c'est avoir quand même la possession, conserver techniquement le ballon pour pouvoir déplacer l'adversaire. Et là où on est un peu moins fort, et on le voit dans beaucoup d'équipes, c'est dans ce fameux déséquilibre et trouver Sur la dernière cette page, petite brèche généralement. voilà, dans la dernière pas, dans le dernier geste qui va nous permettre de conclure. Maintenant, ça, c'est pratiquement beaucoup d'entraîneurs qui vont te dire. Un entraîneur qui te dirait moi, je veux pas le ballon, ou mon but, c'est un peu à l'anglaise, le kick and rush. Bah, la plupart, quand même, ils regardent ce qui fait gagner. Ouais. Voilà. Le beau jeu à la Guardiola, si demain Guardiola il savait qu'il gagnait en mettant un long ballon et qu'il y avait un type qui mettait une tête et qui mettait 3 buts comme ça, bah, ils joueraient peut-être tous comme ça. Enfin, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a des modes, il y a des modes sur lesquels on peut s'inspirer, tu vois, même tactiquement. À un moment, tu es sur le 4-3-3, après on va te parler du 3-4-3 à l'heure actuelle, tu vois. À un moment, on te parlait d'un mode un peu plus à la Ancelotti Sapin. Le PSG, il faisait beaucoup ça. Un 4-2-3-1 ou un 4-3-2-1, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que bon, après, tu vois, tu as beaucoup d'éducateurs, pas d'un jour à l'autre, mais d'année en année, en fonction de la mouvance, de comment les choses se déplacent, etc. Bah, ils essaient de s'approprier et de s'imprégner de ça pour essayer de faire jouer comme ça leur équipe. Mais à un moment, il faut quand même se dire que c'est bien, oui, c'est beau, d'essayer d'avoir le jeu, le ballon, mais si tu n'as pas l'équipe pour, c'est plutôt compliqué. Moi, ce que je me dis, c'est comment, avec ce que tu as dans ton équipe, tu peux y arriver. De toute façon, il n'y a pas de secret, l'entraînement, la répétition. On condamne des fois, quand je dis on, des fois on nous dit, des fois au niveau fédé, attention à de l'analytique, ces choses un peu répétitives, il faut faire beaucoup de jeux, parce que il faut aussi développer l'intelligence. Tu vois, on te parle déjà aussi d'intelligence de jeu, de mental, etc. J'ai un public quand même qui est en difficulté à ce niveau-là. Donc, il m'arrive quand même de mettre des choses de manière très analytique, très répétitive, pour arriver à renforcer ce côté, cet aspect technique qui est par moment, qui est un petit peu déficit, qui est pas même un petit peu, qui est parfois très déficitaire. Je prends le cas de professionnellement. Si demain tu montes ton premier mur, t'es maçon, tu montes ton premier mur, il va pas être aussi bien fait que ton 30e mur. T'es plombier. On parlait tout à l'heure avec un collègue, justement, on parlait j'ai pas le terme approprié peut-être, excusez-moi les plombiers, mais tu sais quand tu fais tu serres quand tu fais pourtant on en a parlé. Tu vois, au niveau plomberie, quand tu fais les conduites de chauffage et que tu vas faire des choses qui sont pas droits, tu vas les arrondir. D'accord. Bah, quand tu utilises un outil pour le faire au départ, bah, tu vas peut-être un peu te manquer. Quand tu vas arriver à ton 30e, tu vas le faire mieux. C'est là où moi je pars un peu de ce principe-là. À un moment, la répétition inscrit la notion. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est important aussi avec notre public, c'est répéter pour qu'à un moment, la notion s'inscrive. Alors avec d'autres, c'est plus lent. Il faut prendre le temps. Avec d'autres, c'est plus rapide. Mais tu ne peux pas demander à une équipe de jouer et d'avoir le ballon, la possession, si elle n'arrive pas à maîtriser ce ballon techniquement et dans ses déplacements après tactiquement. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pendant les séances d'entraînement pour arriver à ce qu'on tend à faire là actuellement. Donc, c'est sûr que moi, j'ai essayé. Et puis, au-delà de l'aspect terrain, c'est aussi leur faire prendre conscience de certaines choses. Des fois, c'est sûr que si on récupère le ballon haut, on a plus de chances d'arriver au but en moins de temps et de finir que si on est très bas ou qu'on a tendance à le balancer le ballon. Eh ben, on aura peut-être plus de mal à le récupérer. Si on est très bas, on aura plus de mal à le récupérer, donc plus de mal à le ramener devant le but. En plus, tu t'exposes au danger en étant très bas. Ouais, alors après, moi j'ai plutôt tendance à leur demander de repartir bas. Alors on s'expose aussi au danger quand on repart bas, à maîtriser le ballon et à le conserver et pas de se dire, ah ben tiens, il y a un 6 mètres, allez, boum, on envoie. Mais c'est la culture aussi du club, ça. C'est la culture du club. Mais si demain on a une équipe qui s'adapte et qui nous empêche de repartir, il faut trouver d'autres solutions. Il faut aussi qu'ils apprennent que, oui, on ne veut pas balancer le ballon, mais à des moments, il ne faut pas non plus le conserver
pour, le, pour se faire punir. Ouais, ouais, Pour se ouais. faire, donc, ça, c'est un des aspects pour moi qui est prépondérant souvent sur mes séances où je leur dis plus on va avoir le ballon, moins on va se fatiguer aussi. Plus on va le récupérer haut, plus vite on va aller sur le but adverse, plus facilement on peut conclure aussi. Ouais, ouais. Donc, c'est tout aussi, c'est des aspects un peu pas uniquement que sportifs qu'il faut porter sur le terrain. C'est aussi des aspects, des fois, de tacticiens disant si on y réfléchit, vous voyez, ensemble, qu'est-ce qui est le plus gagnant-gagnant, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qui vous ferait gagner Mm, mm. Vous êtes des gagnants, vous voulez gagner. Bah alors, si vous mettez ça en place, ça va être plus compliqué. Si Mm. vous mettez ça en place, peut-être que vous allez. Là, pareil, je vais pas dévoiler un truc, mais on est assez compétitif sur les pénaltys, sur la séance des tirs au but. J'ai bossé, moi, un coach qui me dit les pénaltys, c'est la loterie, c'est le hasard, des choses comme ça, mais il se trompe complètement. Moi, je tiens à le dire. Pour moi, c'est un coup de pied à arrêter, tu travailles un corner, comme un coup franc. Si tu travailles tes pénaltys, et d'autant plus tu travailles tactiquement tes pénaltys en sachant que tu as plus de ratio de buts dans telle zone, telle zone, telle zone, et que tu le fais prendre conscience à tes gars et à ton gardien, en lui disant, si le tireur, là pareil, je ne donne pas les détails, mais si le tireur ceci, non mais, si le tireur ceci, Ouais, si le tireur cela, tu sais que tu peux aller Mm, mm. là ou là. Ouais, ouais, ouais. Et ben tu lui donnes déjà un avantage. Ouais, ouais, Pareil pour tes tireurs. ouais. Mm. J'en ai pas loupé beaucoup de séances de tir au but. Et on en a loupé. Mais la plupart, on les a quand même triomphés. Et heureusement, parce que souvent, en championnat de France, on est passé par ces portes-là. Qui nous ont amenés à gagner un titre, encore là cette année, où on va gagner à Valence le titre sur une séance de tir au but. Parce qu'on n'a pas été en mesure de faire ce qu'on a su faire dans le reste de la compétition le jour de la finale. Un peu emprunté, un peu déstabilisé parce que l'adversaire, on le connaissait bien. Et avec émotionnellement, on n'a pas bien géré certaines choses. Ils l'ont mieux géré. Et du coup, on était un peu plus déstabilisé dans notre jeu. Et bah, du coup, tu arrives au tir au but. Et bah, là, il te faut. Vous aviez des repères. On avait des repères, voilà. Mm. Il te faut forcément les amener avec des bases, des repères. Parce que c'est. Même pour un public ordinaire. Moi, quelqu'un qui me dit c'est la loterie, voilà, on n'a pas gagné. Non, c'est pas possible. Mm, Pour moi, mm. c'est pas possible d'entendre ça. Les tirs au but qui sont pas un très bon souvenir sur la chaîne YouTube là avec les 18h2. Bah après, si Erwan m'écoute, il veut des conseils, je lui donne parce que c'est un confrère de club, un éducateur. Moi, je dis toujours, et bah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'avais appris dans les amicalistes, un éducateur seul est un éducateur en danger. Et du coup, c'est vrai que quand, au niveau national, moi, je prends plaisir, parce qu'au championnat de France, au-delà, même au niveau régional, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'affronte tellement que, bon, on se connaît bien au niveau régional, mais c'est plus facile peut-être au niveau national. Mais au niveau national, moi, j'ai des adversaires le jour du match, j'ai des adversaires sur la compétition, mais ça reste des partenaires, ça reste des amis pour certains, en dehors. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'échanger avec eux sur les réseaux sociaux, comment va ton groupe, comment ça se passe, ta vie de famille. Voilà. Ouais. J'ai un regret, parce que j'ai aussi, malheureusement, les gens vivent et à un moment arrêtent ou sont même pas amenés à d'arrêter parce qu'ils décèdent. J'ai un souvenir de Robert, voilà, un coach sur la région bordelaise qui, t'échanges avec cette personne-là, c'est une richesse, d'échanger avec cette personne-là, mais malheureusement elle n'est plus parmi nous, mais j'y pense encore. C'est vrai que c'est des personnes qui ont, sur mon parcours d'éducateur, d'entraîneur de foot, enfin je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais en font partie. Tu vois, tu les croises sur un championnat national, tu t'es amené à te recroiser. Ils m'ont permis, en tout cas, quand je dis moi, mais au-delà de moi, mon groupe, c'est des personnes qui m'ont permis, et à mon groupe et à moi, de progresser, d'apprendre et de progresser. Parce que c'est une personne qui, sportivement, au départ, te gagne. Et donc, tu dois apprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a mis en place qui fait que tu as été en situation d'échec là. Et du coup, tu apprends par le jeu, tu apprends par les échanges. Et les années faisant, ben, tu passes devant. Et donc, avec beaucoup de respect, bien sûr. Bah, de toute manière, le sport adapté est porté par de tellement belles valeurs que tu as forcément fait plein de belles rencontres comme ça. Ouais, alors, oui, on va plutôt dire que c'est porté par des belles valeurs. Malheureusement,
Au niveau même international, il y a toujours des personnes qui essaient de contourner ces règles et ces valeurs, qui porteront... Alors, une grande majorité porteront les valeurs, que ce soit même les valeurs du foot, de manière globale. Et puis, comme dans le milieu du foot, tu auras toujours des personnes qui jouent sur les règles, qui jouent... qui jouent sur des aspects qui sont pas beaux, quoi. Et donc, malheureusement, comme dans tout domaine, et même malheureusement dans le sport adapté, même si c'est minoritaire, on a quand même ces petites verrues, quoi. Ces petites... non, mais c'est vrai. Ces petites verrues, ces petits dans ces tous petits les phénomènes. domaines, dans tous les Quand sports. je parle au niveau international, faut quand même normal. au niveau international, c'est pas rien. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris du retard. Au niveau international, alors je ne sais plus, je ne veux pas surtout pas me tromper, je pense que c'était à Atlanta, où l'équipe espagnole, d'ailleurs, ça a donné lieu à un film avec Jean-Claude Daroussin. L'équipe espagnole, donc adaptée, de basket, présente une équipe modifiée avec des sportifs valides dans leur effectif. Donc c'est-à-dire que les critères de sélection, peut-être au niveau international, n'étaient pas assez... alors pas clair, c'est parce que n'était peut-être pas assez strict, plutôt, n'était pas assez encadré, que ces personnes-là ont pu à un moment jouer sur les règles, jouer sur le cadre, jouer sur cette possibilité de les faire pratiquer, sur les différents leviers, et qui sont pas beaux. Chemin de traverse, quoi. Voilà, et qui derrière ont pénalisé le public en situation de handicap, pas uniquement au niveau espagnol, mais au niveau international, pas uniquement au niveau basket, mais au niveau pratique sportive, qui fait que jusqu'au JO de Londres, il n'y avait pas de personnes en situation de handicap mental. Physique, oui. Il y avait les Jeux paralympiques ont continué, mais sans le public en situation de handicap mental. Voilà. Donc c'est pour te dire que oui, il y a des belles valeurs qui sont portées par notre sport, il y a des belles valeurs qui sont portées par le foot, il y a des belles valeurs qui sont portées par le sport adapté, mais malheureusement, il y a aussi encore des personnes qui jouent sur ces règles et qui par cet aspect-là, les rendent un peu plus pâles. Voilà. Bon, c'est moins beau que tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. Oui, mais il ne faut pas terminer sur ça. Non, il ne faut pas terminer sur ce point-là. C'est sûr que il faut garder en tête la valorisation qu'en ont eu qu'en ont, parce que c'est même pas qu'en ont eu, parce qu'on peut pas parler je parle au passé, mais il faut voir dans le futur, qu'en ont eu, qu'en ont et qu'en auront les générations de sportifs en situation de handicap, avec un fantasme, même si moi je suis très bien à l'Olympique Marcotte, je tiens à le dire, mais quand on voit que l'Amiens SC, club pro, a sa section sport adapté, on peut très bien se dire qu'avec le développement du foot féminin, comme il a pris un bond énorme, avec les sections on connaît bien, Arras qui est devenu Lens, le club de Templemar qui est devenu le LOSC, est-ce que demain tu n'auras pas sur un cahier des charges, parce que malheureusement c'est toujours un peu comme ça, quand tu n'auras pas un cahier des charges où dans les clubs pro, ils devront avoir aussi une identité, une section, alors quand je dis sport adapté, pas forcément sport adapté, parce qu'il y a des clubs comme Lens qui ont leur équipe CC Foot, tu vois, leur section handi, tu vois, leur section handi, handi sport, sport adapté, donc un public en situation de handicap mental ou un public en situation de handicap physique, tu vois. Et ça, je tenais plutôt à terminer comme sur cet échange sur ça, parce que en Espagne, alors je connais pas partout, tu vois, mais en Espagne, il faut savoir qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Peut-être les anglo-saxons aussi, mais je ne connais pas bien de comment ils appréhendent leur championnat. En Espagne, il faut savoir que la Ligue génuine, tu regarderas si ça peut intéresser, la Ligue génuine, la quasi-totalité, et surtout là, depuis 4 ans, la quasi-totalité des clubs pro ont leur section section handicap. Ouais. Alors, certains, comme par exemple le Barça, ne l'avaient pas, l'ont depuis 2 ans.
tu vois, quelque chose comme ça. Et moi, comment je l'ai découverte, c'est tout bêtement. Je discute avec un collègue qui est dans le Pays Basque, qui est les Potiocs de Bayonne, et qui me dit, bah tiens, je m'en vais faire un tournoi en Espagne dans l'équipe de la Real Sociedad. Et alors je lui dis, ça se passe comment là-bas et tout. Et il m'explique. Et là, tout bêtement, parce que si on connaît pas, si on n'est pas dedans, on maîtrise pas et on se rend pas compte de l'ampleur qu'a là-bas le championnat entre guillemets adapté, qui est pas géré par une fédération handi, mais qui est géré carrément par la fédération espagnole de foot. C'est-à-dire que tu as Monsieur Tebas qui te fait la présentation de la Ligue Genuine avec Iker Casillas qui est le représentant, enfin la figure de proue, un peu toujours ça, ce footballeur, voilà. Et avec des sportifs en situation de handicap. Et ils vendent un petit peu leur dynamique, leur championnat national, qui se retrouve un peu identique à ce qu'on fait, hein. C'est-à-dire qu'au-delà du championnat national qu'on fait, nous, hein, bien sûr, mais leur regroupement se fait un peu sous forme de plateau. Ils s'affrontent pas sur un seul match, mais ils vont affronter plusieurs équipes le même jour. C'est la section adaptée de la Real Sociedad, c'est la section adaptée du club d'Oviedo, du Barça, de Villarreal, parce que Villarreal aussi, c'est un des précurseurs dans le sport. Et c'est formidable. Quand tu vois ce qu'ils font en Espagne, tu te dis, bon, pourquoi pas, peut-être un jour en France, on aura peut-être une plus grande considération, une meilleure approche du public et de ce que nous mettons en place là. Et nous pourrons dire à l'Olympique Marcois qu'on a été dans des clubs pionniers de l'inclusion sportive, parce qu'on a déjà un parcours de 10 ans derrière nous. On verra ce que nous donnera la suite dans le futur. Mais il est sûr que je mets ma main à couper quand je dis ça. Il y a 10-12 ans en arrière, il n'y avait pas grand-chose dans les clubs. Voilà. Et si je me trompe, je veux bien qu'une personne mette un commentaire. Non, mais c'est vrai. Mette un commentaire en disant, bah, moi, il y a 20 ans, j'étais dans un club et on faisait déjà ça. Voilà. Quand je dis ça, c'est pas avec une ou deux personnes. C'est déjà très beau s'ils incluaient une ou deux personnes. Mais plutôt, on avait une section au sein du club. Voilà. Bah, merci Flo pour tous ces enseignements. Merci Raphaël du temps, de ce moment. Et j'espère que ça sera un rendu agréable et qui permettra à nos... Alors, on va pas dire lecteurs, auditeurs, à nos spectateurs, auditeurs d'apprécier le débat, l'échange. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris pas mal de choses. Merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter toutes ces histoires que je connaissais pas. Ouais. Et je vous donne rendez-vous du coup pour de prochains débats sur la chaîne YouTube et sur les contenus de l'Olympique Marcois qu'on essaie de valoriser le plus possible. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouvera très bientôt pour de prochains débats. J'espère aussi passionnants, belles histoires. Pourquoi pas par la suite aller plus loin dans un autre type de débat avec avec quelques-uns de mes sportifs ou des membres de mon staff. Et la porte, en tout cas moi, elle est grande ouverte. On a déjà fait parler de nous sur des revues, récemment sur la revue Vestiaire. Justement, je parlais de la revue Vestiaire dans l'échange. Donc, en tout cas, nous, on est ouverts à accueillir des journalistes, à échanger, à discuter. Et puis si même les personnes ont des questions, qu'ils les laissent en commentaire, on pourra peut-être y répondre même dans un deuxième échange. Voilà, en tout cas, merci. Merci à toi Flo, à très vite.